Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous retrouve ce soir pour aborder le thème « La violence » au programme des prépas ECG et ECT cette année. À travers une nouvelle chanson, j'ai choisi la chanson de Boris Vian intitulée « Le déserteur ». Boris Vian est né en 1920, il est connu en tant que romancier, il a notamment publié en 1947 « L'écume des jours », en 1953 « L'arrache-cœur ». Il est aussi un grand musicien de jazz, trompettiste et chanteur. Il est l'une des figures incontournables des Nuits de Saint-Germain-des-Prés, un fou de jazz qui aime les textes drôlatiques. Je pense notamment à la chanson « Je suis snob » ou « Je bois » ou encore La complainte du progrès. En 1954, il est un artiste connu et reconnu en tant que romancier et que musicien, et il décide de mettre des mots sur une musique d'Harold Berg, et cela donnera donc la fameuse chanson Le Déserteur, que je vous invite bien sûr à réécouter. Je vous propose d'en rappeler le contenu. Je vais lire cette chanson sans la rythmer, comme un texte. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert. Elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je crierai aux gens « Refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. » Ce texte est pour Boris Vian d'abord un poème. Le déserteur est un poème. Mais il va le proposer à la chanson et notamment à Marcel Mouloudji, qui chantera cette chanson pour la première fois en 1954. Le texte initial créé par Boris Vian est un petit peu différent de celui que je vous ai lu. En effet, le paragraphe qui dit « C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter » était au départ « C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez ». La dernière strophe a été également modifiée. Dans celle que je vous ai lue, il était dit « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. » Or, la première version disait « Si vous me condamnez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. » Cette première version a donc été édulcorée à la demande de l'interprète de la chanson, Marcel Mouloudji, lequel trouvait que, notamment la dernière strophe, qui évoquait un homme en armes, capable donc de tirer sur des gendarmes, n'était pas en accord avec la thématique essentielle de cette chanson, à savoir son pacifisme. Lors d'un concert qui a eu lieu le 7 mai 1954, Mouloudji a donc choisi d'interpréter cette chanson de Boris Vian sur la musique d'Harold Berg, mais a voulu la modifier et lui donner donc ce tour pacifiste, qui est la première version que je vous ai lue. Une semaine plus tard, il en fait un enregistrement, mais le comité d'écoute radiophonique interdit la diffusion de ce disque, notamment parce que des hommes politiques ont décidé de perturber la tournée de Mouloudji, considérant que sa chanson, ou la chanson de Boris Vian, était d'un anti-militarisme insupportable. Le contexte est particulièrement intéressant. En effet, depuis 2 mois a été lancée en Indochine l'opération Castor, qui va se solder par la bataille et la défaite française à Dien Bien Phu. Précisément, cette bataille s'achève le 7 mai, jour du concert de Mouloudji, ce moment où il avait donc choisi d'intégrer cette chanson à son tour de chant. Les accords de Genève sont signés 2 mois et demi plus tard,
le 20 juillet 1954, ratifié le 21, l'armistice et le cessez-le-feu sont obtenus entre l'armée française et l'armée populaire de la République démocratique du Vietnam. Le Vietnam sera partagé en 2 zones de regroupement militaire le long du 17e parallèle. S'achève ainsi une guerre commencée en 1946. Bientôt ont lieu les événements, comme on les appelait, en Algérie. C'en est bientôt fini de la France coloniale. La chanson de Boris Vian, interprétée donc par Mouloudji, a pu sembler un violent réquisitoire contre l'engagement de la France dans les guerres coloniales. Son anti-militarisme a fait scandale et des hommes politiques ont tout fait pour que cette chanson soit censurée et interdite des ondes. C'est le cas notamment du conseiller de Paris Paul Faber, qui a réclamé que la chanson soit retirée de toute radio. Boris Vian est outré, il riposte en publiant une lettre ouverte intitulée « Lettre ouverte à Monsieur Paul Faber », allusion directe à cette lettre à Monsieur le Président. Dans cette lettre à Faber, il se défend de toute forme d'antimilitarisme. Je le cite, « Ma chanson n'est nullement antimilitariste, mais je la reconnais violemment pro-civile. » En effet, la guerre de décolonisation n'a pas dans un premier temps mobilisé ce qu'on appelle le contingent, mais n'a mobilisé que l'armée de métier. Il est vrai que dans les années 50, l'État français a hésité à faire appel au contingent, mais ne l'a fait que quelques années plus tard, au moment de la guerre d'Algérie. Il n'est donc pas absurde de désolidariser cette chanson de son contexte de 1954 en évoquant la guerre en général et notamment les guerres qui ont fait appel à des civils, à des contingents, comme les 2 guerres mondiales en particulier. Vian n'est donc pas antimilitariste, car il ne s'attaque pas aux militaires. Il s'attaque plutôt à la mobilisation des civils. Ma chanson, je la reconnais violemment pro-civile. Le titre assume parfaitement le thème principal qui est la désertion, mais n'engage qu'un individu, le déserteur. Peut-être peut-on expliquer la transformation de la première version en la seconde par cette volonté de Mouloudji de n'engager qu'un individu qui aurait fait ce choix de la désertion, mais de ne pas engager tout individu, raison pour laquelle il aurait préféré parler d'une décision individuelle plutôt que d'une détestation globale de la guerre. La première version disait « Les guerres sont des bêtises, le monde en a assez ». Cette phrase aurait pu sembler beaucoup plus antimilitariste que ne l'est la version retenue « Ma décision est prise, je m'en vais déserter ». La version finale n'accuse pas les guerres d'être des bêtises. Il s'agit simplement d'un individu qui refuse d'y participer, et ce d'ailleurs au nom d'une histoire personnelle. Il est question de la souffrance de son père, de ses frères, de sa mère. L'individu engage son histoire, une lourde histoire familiale. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe. Ce n'est donc pas pour des raisons politiques que cette désertion a lieu, ce qui rend peut-être cette chanson moins clivante et moins directement rattachable au contexte des guerres de décolonisation. Cette histoire personnelle est aussi celle de l'écrivain de cette lettre, qui a fait la guerre, qui est parti au combat puisqu'il a été fait prisonnier. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. On ne peut pas accuser ce déserteur de ne pas agir en connaissance de cause. La guerre, il l'a vécue, puisqu'il a été fait prisonnier. On ne sait pas quelle guerre lui-même il a faite, ni celle que son père a faite. Ce que l'on sait, c'est que 3 générations, celle de ses parents, la sienne et celle de ses frères, celle de ses propres enfants qu'il a vu pleurer, ont été confrontées à la guerre et l'ont prise de plein fouet. Leur vie a été ravagée, lui-même a perdu l'amour de sa femme, on m'a volé ma femme, ses propres parents sont morts, son passé lui a été volé. Aucune génération n'a été épargnée par la violence radicale de la guerre. Ce personnage est à la fois familier dans son expérience de l'histoire et anonyme
quant à son identité propre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a subi dans sa chair tous les soubresauts de son siècle. Alors peut-on vraiment s'indigner de voir cet homme ne pas vouloir souffrir une minute de plus, et le voir souhaiter prendre pour lui-même une décision, une fois dans sa vie, lui qui a été ballotté par les sursauts de l'histoire. Bien sûr, par-delà cette histoire personnelle, cette chanson est aussi une incitation, un appel à l'insoumission. Refusez d'obéir, n'allez pas à la guerre. Et c'est cela qui justifie la censure de ce texte. Le personnage annonce au président de la République qu'il va parcourir les routes de France, de Bretagne en Provence, pour crier aux gens d'arrêter de la faire. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je crierai aux gens « refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir ». Et succède à cette strophe, qui consiste en un appel à l'insoumission, une strophe particulièrement insolente, car elle s'adresse au président de la République et lui demande de verser son sang. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Ainsi, par-delà la référence à une histoire très personnelle, se cache un enjeu social. Ce sont toujours les plus déshérités qui sont en première ligne. Et derrière, à l'arrière, les planqués, et notamment les hommes politiques. Il y a ceux qui décident de la violence, et il y a ceux qui la subissent. On sent ainsi une certaine exaspération du personnage qui écrit cette lettre, considérant que ce sont toujours les mêmes qui sont sur le front, qui risquent leur vie, la fameuse chair à canon. Si la guerre est déclarée par des hommes politiques, qu'ils soient donc les premiers à donner l'exemple en partant au front. Cette strophe, particulièrement violente, fait contraste avec tout le reste de la lettre, qui est d'une relative politesse, peut-être d'une pseudo-politesse. L'ironie n'est en effet pas absente de la première strophe. Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, sous-entendu si vous n'êtes pas occupé ailleurs, si vous n'êtes pas indifférent à cette cause. On sent le personnage narrateur tendu entre deux ressentis. D'abord l'exaspération, car il vient de recevoir ces papiers militaires qui l'enjoignent à partir à la guerre avant mercredi soir, comme le suggère la deuxième strophe, et la nécessité d'être respectueux du statut de celui à qui il s'adresse, Monsieur le Président. C'est peut-être l'indifférence des autorités face au sacrifice de l'homme de la rue appelé sous les drapeaux qui pourra justifier ce léger ton de rébellion que l'on sent tout au long de la chanson. Le narrateur s'attaque, indirectement du moins, aux autorités qui prennent en haut lieu des décisions qui engagent toute la population. Par-delà donc le refus de s'engager, formulé de manière neutre, sincère, un peu naïve, dans les premiers moments de la chanson, il y a une souffrance exprimée, mais aussi une attaque. Une attaque à l'endroit des autorités qui se manifeste notamment par l'exhortation finale à la désobéissance, à la désertion, une agression verbale qui concerne le président lui-même en fin de texte. Ces trois moments, refus, souffrance, attaque, j'entends par là refus de partir à la guerre, souffrance de toute sa famille et attaque en règle du président, sont organisés à la façon d'un véritable réquisitoire selon un mouvement tout à fait progressif. Se déploie ainsi un argumentaire construit, comme s'il s'agissait de convaincre le lecteur de cette lettre. Après les formules de politesse d'usage, l'évocation de la réception des papiers militaires qui lui ordonnent de partir avant mercredi soir, il évoque la décision qu'il vient de prendre. « Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. » Vient alors une suite d'arguments pour justifier la décision qu'il vient de prendre. Nous avons évoqué ensemble les raisons familiales, la mort de son père, le départ de ses frères, les pleurs de ses enfants, la souffrance de sa mère qui est morte, le fait qu'il a été fait prisonnier lors d'une précédente guerre, qu'il a perdu sa femme, qu'on lui a volé son âme et son cher passé. Mais il y a un argument qui précède tout cela. Un argument plus universel qui est celui-ci.
Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Cette phrase questionne notre destination en tant qu'être humain. Pourquoi sommes-nous sur terre ? Or, cette destination est inconnue de chacun de nous. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur terre. Et ignorant tout de notre destination, si tant est qu'il y en ait une, il nous revient de donner du sens à notre existence. L'Ancien Testament a produit ce commandement « Tu ne tueras point » auquel semble faire écho cette phrase « Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens ». Mais ne pas faire la guerre n'est pas présenté par Bourrissian comme un commandement moral, mais comme le refus de l'absurdité, ce qui fait écho à la première version de ce paragraphe où il était dit « Les guerres sont des bêtises ». Pour qui cherche du sens à son existence ? La guerre, jeu dangereux d'enfant, n'est pas satisfaisante. Elle contredit l'idée d'une noble destination de l'être humain sur Terre. Il y a dans ce texte quelques accents existentialistes, peut-être sans doute du fait de la fréquentation de Boris Vian, de ce milieu germano-pratin, ou officier, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. En effet, l'individu voudrait prendre une décision pour lui-même. Pour la première fois de l'existence, il cherche à donner du sens, et ce sens, il est le seul à pouvoir l'élaborer. Être libre, c'est choisir en toute connaissance de cause et en assumer pleinement les effets, les conséquences, ce qui apparaît tout à fait dans la deuxième version, celle qui a été retenue par Mouloudji, de la dernière strophe. « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. » Le narrateur n'ignore pas que déserter du point de vue du droit militaire est un crime, qu'il passera devant la cour martiale et sera jugé pour cela. Mais son choix, s'il n'est pas légal, est peut-être légitime. Nous retrouvons une distinction très classique dans l'histoire de la philosophie entre l'acte résistant, illégal, mais porté par une haute vision des valeurs de l'humanité, ce qui lui donne une forte légitimité, et l'État, les institutions, qui sont à l'origine des décisions d'entrer en guerre, et considèrent la désertion comme un acte antipatriotique, une trahison. Si Boris Vian a renoncé à cette idée que les guerres étaient des bêtises, pour lui substituer un autre vers, c'est-à-dire à articuler la guerre et l'enfance, c'est peut-être parce que l'enfance est plutôt du côté de notre déserteur pacifiste. En effet, dans l'expression, il y a quelque naïveté enfantine, notamment l'expression « Monsieur le Président, je vous fais une lettre », dont on imagine bien que, comme une lettre envoyée au Père Noël, elle sera sans réponse. Un peu plus loin, l'expression « c'est pas pour vous fâcher » évoque l'attitude de l'enfant face à un père. Ce vocabulaire est-il celui des petites gens ou le vocabulaire de l'enfant ? Celui de l'enfant désobéissant à son père, s'attaquant à l'autorité. Il y a presque des accents rousseauistes dans l'expression « je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens », comme si un enfant, doté encore d'une forme d'innocence, s'évertuait de manifester contre l'humanité devenue adulte et pervertie. L'une des thèses de l'Émile de Rousseau est qu'il n'y a, je cite, point de perversité originelle dans le cœur humain. Il ne s'y trouve pas un seul vice dont on ne puisse dire comment et par où il y est entré. Cette citation évoque les premiers mouvements de la nature qui sont toujours droits et bons. Les fautes commises par l'enfant, que ce soit donc dans le texte de l'Émile de Rousseau ou dans son autobiographie des Confessions, ne sont jamais que des indices d'un processus de corruption d'une innocence originelle, corruption qui se fait au contact d'une société dénaturée. Nous pourrions considérer que cette chanson oppose donc la naïveté enfantine du narrateur, attaché au respect inconditionnel de la vie et de l'humain, et une société pervertie, cynique, qui appelle les contingents à se sacrifier pour des intérêts dérisoires. La dimension enfantine du propos apparaît notamment dans l'usage de ces vers très courts que sont les hexasyllabes, petites unités de sens juxtaposées au rythme très simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui crée une espèce de monotonie mais renvoie également à l'idée de simplicité du propos. Rien n'est plus simple que la certitude que l'on n'est pas sur terre pour tuer de pauvres gens. Pour autant, la réalité politique est plus complexe, et le changement musical
au beau milieu de la chanson, évoque cette complexité. Ainsi est-on passé d'un quatuor de hautbois et de basson qui répétait des accords mineurs à des moments clés de la chanson, avec des accents plutôt mélancoliques, qui évoquent peut-être la nostalgie de l'enfance et de la simplicité, mais aussi le sentiment bien sûr de tristesse, à des rythmes plus soutenus par la batterie, la basse, notamment lors du 7e couplet qui commence par « Quand j'étais prisonnier ». La musique prend alors un tour beaucoup plus martial, s'identifie à la musique militaire, ce qui rejoint encore une distinction faite par Rousseau, notamment dans son essai sur l'origine des langues, entre la musique du cœur et la musique de la raison. Si notre cœur nous incite à l'empathie, s'il nous incite au pacifisme, la raison nous enjoint parfois de recourir à la violence et à la guerre. Rappelons-nous ces mots de George Orwell dans ses réflexions sur Gandhi, qui défendait une position reprochant au pacifisme d'éluder les questions gênantes et d'adopter une thèse stérile. Il écrit ceci : « Et les Juifs, acceptez-vous qu'on les extermine tous ? Et sinon, que proposez-vous pour l'éviter si vous excluez l'option de la guerre ?» Il est évident que la phrase « je ne veux pas la faire » ne peut pas engager tout sujet. Ce serait un désaveu de notre engagement nécessaire dans le monde. Dans le même ordre d'idées, l'auteur péruvien Mario Vargas Llosa défendait dans Les enjeux de la liberté que, je cite, « le pacifisme semble être un sentiment altruiste, inspiré par une œcuménique abjuration de la violence et le rêve d'un monde de bon sens où tous les conflits entre les nations se résoudraient autour d'une table de négociation et où les armes auraient disparu. C'est une belle affabulation. Mais celui qui croit que la meilleure façon de la rendre réalité consiste à s'opposer à toutes les guerres pareillement, œuvre en vérité pour que le monde soit une jungle, dominée par des hyènes et des chacals, et où les brebis seraient exterminées. » On le constate dans ce texte, il est dit que toute guerre n'est pas justifiable, qu'on ne peut pas s'opposer à toutes les guerres pareillement. Alors, à quelle guerre s'oppose cette chanson de Boris Vian? Quelle guerre lui paraît ne pas devoir être menée? Le texte, bien sûr, s'inscrit, on l'a vu, dans le contexte de la décolonisation de l'Indochine. C'est peut-être à ces guerres-là que le texte fait écho, et non à toute guerre. J'en veux pour preuve l'évocation du fait que non seulement le narrateur l'a faite, la guerre, mais que ses parents avant lui l'ont faite, et ses frères. Autrement dit, c'est peut-être l'objet même de cette guerre qui la rend absurde. Si Vargas Llosa, ainsi que George Orwell, s'attaquent au pacifisme, c'est en tant que ce serait laisser le pouvoir aux dictateurs que de ne pas lutter contre leur domination. Or, les guerres menées en Indochine, puis en Algérie, ont une toute autre finalité, un tout autre sens. Il n'est pas étonnant que cette chanson, qui a été donc chantée dès 1955 par Boris Vian lui-même, reprenant la fin proposée par Mouloudji, ait vu la censure qui l'a concernée levée dès la fin de la guerre d'Algérie. Cette chanson va devenir l'hymne de tous ceux qui, notamment aux États-Unis, luttent contre la guerre du Vietnam. Guerre qui peine de plus en plus à se trouver des justifications. Serge Reggiani la met à son répertoire en 1964, mais c'est surtout aux États-Unis, en pleine révolte étudiante contre la guerre du Vietnam, qu'en 1966, elle est reprise notamment par le groupe vocal Peter, Paul and Mary, puis par John Baez, et en France par exemple par Maxime Le Forestier. Enfin, en 2022, suite à la mobilisation russe dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, elle a été réinterprétée par l'artiste ukrainienne Daria Nelson. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir suivie. Je profite de ce premier podcast de l'année pour vous en souhaiter une excellente et je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue ensemble.